Salut Victor, merci d'être là avec moi pour présenter ton départ à l'étranger que tu as fait il y a quelques années. C'est super cool d'avoir des échanges comme ça et je pense que dans cet épisode, on va plus se concentrer sur ton expérience de travail au Canada. Avant de commencer, je veux bien que tu te présentes un petit peu de quelle promotion tu viens, quel département tu as fait, et puis si tu as fait un peu des trucs à l'école, des assos, des sports, si tu veux te présenter, c'est avec plaisir. Ok, salut Lina, bonjour tout le monde. Donc Victor, je fais partie de la promo 169. J'ai fait un double diplôme avec l'université de Sherbrooke au Canada. Mon département, c'était le département Prisme, qui a peut-être un petit peu changé de nom depuis. Moi, j'étais en spécialité plutôt génie industriel. À l'école, moi, j'étais impliqué pas mal plutôt dans les sports. J'ai fait partie de l'équipe de rugby des Taureaux. J'étais capitaine de l'équipe d'athlétisme. J'ai fait partie aussi de la défunte association d'apiculture qu'on avait à l'époque à l'école, qui était super cool. Voilà, donc au niveau de mon choix de double diplôme, en fait, moi je savais que je voulais faire plus qu'un échange simplement de 6 mois. Je voulais vraiment découvrir un peu plus en profondeur, on va dire, un pays. Mon choix s'est porté assez rapidement sur le Canada et Montréal, notamment, pour quelques grandes raisons. Déjà, j'avais eu l'occasion d'y aller par avant. Et j'avais beaucoup aimé un peu l'ambiance de la ville, puis tout ce que ça pouvait offrir en opportunités, on va dire, culturelles, sportives. Et il y a plein de choses à faire super cool à Montréal. J'y reviendrai sûrement un petit peu plus tard. Donc je connaissais un petit peu. Et mon objectif, on va dire un peu plus sur le long terme, et pour mon début de carrière, c'était de faire de l'aéronautique. Et Montréal, c'est un gros pôle aéronautique en Amérique du Nord. Et ça a l'avantage d'être francophone. Donc, comme on avait, pour toutes ces raisons, et puis il y avait des facilités de mobilité aussi entre l'EMA et puis certaines universités ici. Voilà, ça qui a motivé un peu mon départ. Ouais, du coup, donc tu as fait un double diplôme à l'université de Sherbrooke à Montréal. C'est ça. Donc c'était plutôt des cours orientés mécatronique, génie industriel, tout ça, et puis même dans l'aéronautique. Est-ce que c'est toi qui as pu choisir tes cours? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Ouais, moi justement, j'avais fait génie industriel, mais j'étais pas spécialement intéressé par la technique. Je voulais plus voir le côté un petit peu management et gestion. Et donc, j'ai fait un double diplôme qui s'appelle maîtrise en gestion de l'ingénierie, qui est en fait centré très sur de la gestion de projet et de la gestion d'équipe. Et donc mon objectif, en fait, et voilà, c'est de faire plutôt de la gestion de projet en ingénierie dans l'aéronautique. Au niveau du choix des cours, en fait, c'est un double diplôme pour le coup qui est, on va dire, formaté entre guillemets. En fait, c'est pas comme d'autres universités ou comme d'autres maîtrises au sein de l'université de Sherbrooke. Là, c'est un programme, on va dire, qui est déjà préétabli. Donc, tu as certains cours qui sont déjà choisis pour toi, entre guillemets. Et si t'es pas d'accord avec les cours, tant pis pour toi, toi, un peu comme la scolarité qu'on Mm. a pu vivre à l'EMA, c'est un peu le même genre de cours, mais avec quand même un format beaucoup plus, on va dire, à l'américaine, c'est-à-dire avec quand même des journées de travail qui sont beaucoup plus courtes, beaucoup moins de cours, mais beaucoup plus de projets perso et de projets de groupe. Donc un format assez différent, mais assez complémentaire de ce que j'ai pu vivre à l'EMA. C'était intéressant sur ce côté-là. Ouais, avec beaucoup de, je sais pas, des rendus, des lectures d'articles scientifiques, des présentations à faire aussi. Ouais, c'est ça. C'est assez varié comme type de cours. Il y a des cours un peu magistraux, entre guillemets, mais finalement, pas tant que ça. C'est des cours qui sont, enfin, moi, de ce que j'ai vécu, c'est beaucoup plus interactif, avec des discussions avec les professeurs. Il y a des élèves qui étaient un peu plus âgés, qui avaient déjà eu des expériences professionnelles, tu sais, qui apportaient un peu leur savoir aussi. Puis il y avait pas mal de projets de groupe. Donc on se réunissait, et puis sur tout un trimestre, on avait un espèce de fil rouge conducteur, et à la fin, pour rendre un peu un livrable ou un compte rendu. Il y avait, comme tu dis, de la lecture d'articles. C'était assez varié, c'était vraiment intéressant. Ouais, ça t'a plu ce système d'éducation finalement canadien? Ouais, ouais, j'ai bien aimé la flexibilité, et puis surtout le rapport qu'on avait avec les professeurs, qui n'est pas vraiment le même rapport qu'on a avec les professeurs en France, qui est un peu plus formel. Là, au Canada, il y a quand même quelque chose d'un peu plus de proximité. Les profs, voilà, c'est pas qu'ils te prennent pour tes enfants, mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus informel. C'est tu tutoies tout le monde. Je trouve que les échanges sont vraiment plus fluides et un peu moins cours magistral, quoi. C'est vraiment du partage d'expérience plus qu'un cours où on te débite du savoir un peu tel quel. Ouais. Et tu sais si c'est le cas de toutes les universités à Montréal? Je sais pas si tu connais un peu les autres écoles qu'il peut y avoir, dans lesquelles on peut avoir des accords avec avec l'EMA.
Ouais, ouais, bah, il y a notamment Polytechnique Montréal ou l'ETS, qui sont deux grandes universités francophones qu'il y a aussi. J'avais des copains de ma promo aussi qui sont allés en même temps que moi. Donc on a pu avoir un peu des échanges et comparer. Et c'est globalement un système, on va dire, c'est une culture canadienne, quoi, ou nord-américaine, disons, d'avoir des cours un peu plus, plus informels. Et voilà, ce format un peu plus souple, on va dire. Donc, c'est pas une spécificité à l'université de Sherbrooke, c'est quelque chose de plus, quelque chose qui se fait ici, c'est le mode d'enseignement local, quoi. Ouais, ouais, je vois. Et du coup, donc, tu as été en double diplôme. Est-ce que tu peux rappeler un peu la chronologie? Enfin, si tu avais un an de cours, un stage de fin d'études à faire, enfin, un peu l'équivalent à ce qu'on peut avoir en France. Ouais, ouais, c'était à peu près équivalent. J'avais eu, bah, donc en fait, j'étais parti pour l'équivalent de ma troisième année à l'EMA. Je l'ai faite donc au Canada sur un an. Donc un an, donc on va dire 3 trimestres d'affilée de cours, suivi d'un projet de fin d'études. La particularité qu'il y a au Canada par rapport à la France, c'est que tu es pas obligé de le faire dans le cadre d'un stage. Tu peux te faire embaucher, on va dire CDI normal, puis faire un projet au sein de ce CDI. Moi, en l'occurrence, j'ai fait un stage parce que c'était quand même plus facile niveau opportunité à avoir qu'un CDI comme ça en sortant d'école et d'université. Donc, j'avais fait un stage de fin d'études qui a duré 8 mois. En fait, tout est découpé par trimestre là-bas. Donc, le Canada raisonne par tranche de 4 mois. Donc à la base, mon projet de fin d'études devait faire 4 mois. C'était quand même assez court pour le projet que j'avais à mener. Donc j'ai pu le rallonger de 4 mois supplémentaires. Et donc je suis resté 8 mois au total dans mon entreprise. Et voilà, ça s'est très bien passé. Donc j'ai fait mon projet de fin d'études et avec une soutenance à la fin de mon projet. Et voilà, joli diplôme à la fin. Ouais, à l'issue du coup de ce projet de fin d'études, tu as été C'est ça. diplômé à la fois de l'Université de Sherbrooke et des mines d'Alès. C'est ça, en fait, tout est passé globalement. Une fois que j'ai quitté les mines d'Alès et que j'étais inscrit à l'université de Sherbrooke, les mails m'ont pas mal dit bon, bah maintenant, nous, tout ce qu'on veut, c'est tu nous prouves que tu as réussi ta maîtrise et ton double diplôme. Une fois que tu nous prouves ça, nous, on te donne le diplôme et puis c'est tout, on veut pas en entendre parler sinon. En gros, c'était un peu ça, je caricature, mais c'était ça. Donc, ouais, j'ai passé ma soutenance, j'ai eu mon diplôme à l'université de Sherbrooke. Et une fois que j'ai eu mon relevé de notes et tout ça, j'ai envoyé au mine d'Alès, à l'administration, regardez, ça y est, j'ai complété ma maîtrise. Et ils m'ont fait, ok, cool, bah, t'as complété ton diplôme d'ingénieur aussi. Et poum. Du coup, j'ai reçu le diplôme des mines d'Alès, bon, par la poste en l'occurrence, parce que j'étais au Canada, mais c'est ça. Ok, donc ouais, là, comme tu dis, tu vis toujours au Canada. Est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, suite à ton stage de fin d'études, comment s'est passé, on va dire, le début de carrière, en fait? Est-ce que le fait aussi d'avoir un double diplôme franco-québécois, ça t'a aidé dans tes recherches d'emploi? Est-ce que ça... Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passé les démarches, si tu avais déjà des pistes ou si tu as dû beaucoup chercher? Ouais, ouais, non, ça s'est plutôt passé assez facilement. Moi, de mon côté, j'ai eu très peu de démarches à faire parce que mon stage de fin d'études s'est bien passé. On m'a proposé un emploi à la fin de mon stage de fin d'études. C'est là qu'il y a eu un peu la première embûche avec notamment l'immigration canadienne. En fait, du fait que moi j'étais un résident dit temporaire, j'étais là en gros pour la durée de mes études et donc j'avais un permis de 2 ans, donc j'avais un statut temporaire. Et donc en fait, au niveau de l'entreprise, tant que c'était un stage, il n'y avait pas de problème. Par contre, une fois que j'ai voulu passer au côté un peu CDI et emploi à temps plein, là, mon visa n'était pas suffisant, entre guillemets, pour eux. La raison pour ça, c'est que je faisais, enfin, mon entreprise, c'est une entreprise de l'aéronautique qui travaille notamment avec des projets de défense nationale. Et donc, ils n'acceptaient pas des gens qui avaient un statut seulement de temporaire. Donc, il fallait au minimum une résidence permanente ou la nationalité canadienne pour travailler. Mais donc, moi, ça ne passait pas. Donc, j'ai dû trouver autre chose. Mais heureusement, j'avais été contacté par d'autres entreprises qui avait vu mon profil en fait sur LinkedIn, qui m'avait contacté, et donc ça a pu se faire assez facilement et j'ai pu trouver autre chose d'intéressant. Donc là, moi, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je travaille chez Airbus, Airbus Canada, via une entreprise de consultants en gestion de projet. Donc moi, c'est comme ça que je suis passé. Donc là, voilà, ça fait 1 an que je travaille. Donc c'est un point sur lequel je mettrai un petit peu l'accent quand on fait des recherches, notamment de travail au Canada ou de stage. Stage, c'est encore pire, entre guillemets. Il faut faire vraiment bien attention au statut qui est demandé par l'entreprise.
Parce que si tu es là que pour 6 mois, que tu as un visa un peu court, temporaire, ça peut refroidir souvent les entreprises à vouloir t'embaucher, ou même des fois, ils ont carrément pas le droit à cause de ton statut de résident. Ok, Voilà. Puis après, au niveau de la recherche d'emploi, ça, globalement, il y a vraiment un marché de l'emploi qui est extrêmement dynamique pour les ingénieurs au Canada. Et moi personnellement, et puis même d'autres amis qui sont là avec moi de la même promo, euh, ça a été très facile de trouver un emploi parce que les entreprises sont plutôt en recherche de jeunes ingénieurs que les ingénieurs sont en recherche d'emploi. Donc il y a vraiment une pénurie de main-d'œuvre, hein, comme on dit, un peu dans tous les secteurs, mais notamment en ingénierie. Et donc, voilà, un jeune diplômé d'école d'ingénieur ou d'université au Canada, c'est très recherché. Après, pour l'aspect double diplôme, je pense pas que ça m'ait particulièrement aidé, tu vois, que j'ai un diplôme d'ingénieur en France. J'ai pas l'impression que ce soit ça qui attire les entreprises, entre guillemets. Ce qui attire beaucoup plus les entreprises, c'est au contraire que j'ai fait une maîtrise au Canada et que j'ai eu une première expérience de travail. Là, au Canada, dès que tu as un petit peu d'expérience, même quelques mois, tu vois, même 8 ou 12 mois, tout de suite, tu prends beaucoup de valeur, entre guillemets, et les entreprises te contactent assez facilement pour te démarcher. ok, ouais, ouais, bah, je vois. C'est pas en fait l'école puis le stage, c'était un premier pied dans le monde canadien. Ça te permet d'accéder plus facilement aux emplois. C'est ça. Et du coup, aujourd'hui, tu as quel statut de résident au Canada? Bah donc, moi là actuellement j'ai un statut qui s'appelle permis de travail post-diplôme. Tout est dans le titre en fait, c'est quand tu es diplômé d'une université canadienne, tu as droit à demander un permis de travail qui te permet de rester 2 à 3 ans selon le type de diplôme que tu as fait, et qui te permet de travailler, on va dire, n'importe où au Canada. Et donc ça, c'est vraiment une facilité, tu vois, le fait d'avoir fait ce diplôme et d'avoir pu obtenir ce visa de travail, parce que sinon, venir travailler au Canada, ça peut être assez galère. Globalement, si tu n'es pas diplômé, tu as deux moyens de venir au Canada pour travailler. Soit ce qu'on appelle un permis fermé, ça veut dire que là, tu es lié avec une entreprise qui te sponsorise et qui fait que ton permis de séjour, ton droit de rester sur le sol canadien, est lié à ton entreprise. Donc à partir du moment où ton entreprise, pour une raison X ou Y, si tu n'es plus embauché par eux, bah, tu n'as plus le droit de rester sur le territoire canadien, il faut que tu partes immédiatement. Donc c'est un peu à double tranchant. Et la deuxième manière, c'est ce qu'on appelle le PVT, donc le permis vacances-travail, qui est un peu la voie plus facile. Le problème de ce visa, c'est que c'est un tirage au sort. Donc, tu peux être tiré au sort en 3 semaines et partir immédiatement, comme tu peux attendre 2 ans d'être tiré au sort, voire jamais tiré au sort. Et ça dure jamais que 2 ans. Donc, au bout de tes 2 ans, même si tu as adoré ton expérience, que tu as envie de rester, ben, tu n'as pas trop de moyens. Donc, voilà, c'est un peu délicat. Donc, moi, j'ai eu vraiment de la chance et c'est aussi pour ça que j'avais choisi un double diplôme au Canada. C'est parce que je savais que derrière, il y avait des facilités après pour avoir des visas de travail et puis pour rester. Ouais. Et là, du coup, donc, ton permis de travail post-diplôme te permet de travailler donc 2 à 3 ans. C'est ça. Là, ça fait déjà 1 an que tu travailles. Et comment tu te projettes pour la suite? Heu, Bah, là, d'un point de vue, on va dire, immigration et rester sur le territoire canadien, si j'ai envie de rester, la prochaine étape, ce serait de demander la résidence permanente. Donc ça, c'est quelque chose on va dire, c'est un peu lourd niveau démarche, mais à partir du moment où tu es resté un certain temps sur le territoire canadien, tu peux demander ça et comme ça, bah, avoir la résidence permanente et comme son nom l'indique, après tu peux rester et travailler indéfiniment sur le territoire. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant à voir si tu te projettes sur le long terme au Canada. Moi, d'un point de vue personnel, je ne me vois pas forcément rester encore des années. Tu vois, là, il me reste encore 2 ans de permis de travail. Je pense que je vais faire mes 2 ans parce que j'aime bien la vie dans laquelle je suis. Mais au total, ça fera donc 5 ans que je suis que je suis au Canada. Je pense que le moment sera venu pour moi de retourner en Europe. Pas forcément en France, mais il y a quand même des aspects de la vie européenne qui me manquent, qui pour l'instant sont contrebalancés par tous les avantages que je peux avoir au Canada. Mais je pense que sur le long terme, les avantages que j'ai au Canada ne contrebalanceront plus ce qui me manque en Europe. Donc là, tu vois, je profite de mon temps et tant que je suis bien au Canada et que je suis content d'être là, j'en profite au maximum. Mais d'un point de vue personnel, en tout cas, ce ne sera pas indéfini. Ouais, ouais, je vois. Donc, pour l'instant, tu profites et puis après, tu verras un peu selon tes projets du moment. C'est ça, mais tu vois, c'est ce que je m'étais dit aussi au moment quand j'ai fait mon double diplôme. Je me suis dit, bah là, je suis parti pour, on va dire, 1 an ou 2 d'études. Je l'ai fait, puis après, on verra ce que j'ai envie de faire. Est-ce que je rentre en France parce que ma famille, mes amis me manquent?
ou est-ce que j'ai envie de rester pour travailler encore un petit peu au Canada, 1 an, 2 ou 3. Au final, tu vois, c'est ce que j'ai choisi. Donc, je me ferme pas la porte non plus à vouloir rester plus longtemps finalement, si j'ai des je sais pas, pour une raison X ou Y, j'ai des super opportunités, je découvre des trucs géniaux que je connais pas encore, qui en fait me donnent envie de rester, je me ferme pas les portes et j'ai la possibilité, si j'ai envie de demander la résidence permanente et puis de pouvoir rester encore plus longtemps. Mm. Ouais, je vois. Ok. Je me demandais aussi au niveau des, je sais pas si ça te gêne d'en parler, au niveau des salaires, est-ce que tu peux comparer par rapport, je sais pas, par rapport à un ingénieur français en France en sortie de diplôme, qui est un peu de l'équivalent au Canada, ou enfin même comment ça se positionne un peu sur le marché du travail au Canada? Est-ce que c'est intéressant? Enfin, quels sont les avantages ou les inconvénients à travailler au Canada? Ouais, alors ça, c'est une question, qui est assez, difficile à répondre, hein, tu t'imagines parce que la culture du travail en Amérique du Nord est vraiment très différente de ce qu'il y a en France. Donc, on va dire en plus, c'est difficile de comparer même le salaire parce que, bah, forcément, il y a le taux de change. Ici, on est en dollars canadiens, qui est une monnaie, on va dire, relativement «faible» entre guillemets par rapport à l'euro. Mais on va dire que si on compare le niveau de vie, le salaire que je gagne par rapport au niveau de vie, du Canada, de combien ça me coûte, c'est de vivre ici, on va dire «normalement» entre guillemets, ou même de mettre des sous de côté. Clairement, je pense que je suis plus gagnant, là, en début de carrière, d'être au Canada que d'être en France. Surtout que les salaires grimpent, on va dire, assez rapidement, particulièrement en début de carrière, où, tu sais, comme je te disais là, quand j'ai commencé, bon, j'ai commencé à un certain salaire qui était, bon, on va dire, normal, mais assez rapidement, quand on va dire, que tu gagnes de la valeur sur le marché du travail parce que bah, tu gagnes de l'expérience et que c'est très, très recherché, tu peux assez facilement avoir un pouvoir de négociation et augmenter ton salaire, on va dire, dans les 2 premières années de ta carrière assez facilement. Donc je dirais que pour un niveau salaire, c'est très intéressant d'être au Canada. Je pense que je gagne plus là actuellement que ce que je pourrais gagner en France à niveau égal. C'est contrebalancé par contre par, on va dire, la manière de travailler au Canada. C'est-à-dire qu'ici, les vacances, ils connaissent pas trop. Les jours fériés, ils connaissent pas trop. Donc, tu vois, la norme ici, c'est d'avoir 2 semaines de congés payés par an. 2 semaines, c'est 10 jours à poser sur toute l'année. C'est vraiment très, très peu. Donc, il faut en être conscient que t'as pas trop de vacances et tu sais, puis c'est la norme ici, quoi. Donc, juillet, août, bah, tu es au boulot, vacances de Noël, OK, si tu es un peu folichon, tu poses 3 4 jours et en fait, tu as cramé la moitié de tes vacances, rien que pour Noël. Donc, tu vois, c'est un peu le prix à payer, on va dire, pour les opportunités et pour le salaire qui va avec. Et pareil de tout ce qui est au niveau, on va dire, comité d'entreprise ou bénéfices, hors salaire. En fait, ils considèrent que ton salaire est conséquent et du coup, tout est inclus dedans, entre guillemets. Donc, tu as très peu d'assurance collective, tu pas de comité d'entreprise, tu pas trop d'événements comme ça, un peu au sein de l'entreprise. Ça dépend bien sûr d'une entreprise à l'autre, mais globalement, c'est beaucoup moins répandu qu'en France, ce genre d'initiative. Donc voilà, c'est à prendre en compte. C'est une des raisons aussi, moi, qui me font dire que, tu vois, là, je suis bien, je mets des sous de côté, c'est cool, mais j'ai pas envie de rester 15 ans dans ma carrière à avoir 2 semaines de congés payés par an. C'est très peu. Et je sais que ça va me manquer sur le long terme et que je vais avoir envie d'avoir un rythme un peu plus serein, entre guillemets. Je comprends bien, ouais. Et même après, au niveau de tout ce qui est, je sais pas, mutuelle, assurance, même les frais de santé au Canada, ça coûte assez cher aussi, comme aux États-Unis. Ouais, alors là, je vais un peu nuancer parce que là, pour le coup, moi, je suis au Québec et le Québec, hein, enfin, quand on arrive au Canada, tu sais, on a tendance à penser un peu le Québec comme un tout. En fait, il se trouve que le Québec est généralement très, très différent de tout ce que peuvent faire toutes les autres provinces anglophones au Canada. Donc, on va dire que le Canada, de manière globale, hors Québec, c'est sur un modèle plutôt américain. Donc, en gros, pas de mutuelle. Tu vas chez le docteur, ça te coûte 250 $ pour un paracétamol, quoi. Et franchement, enfin, c'est pas des blagues, quoi, hein. C'est une manière voilà, c'est une manière de concevoir la santé. Au Québec, c'est un système qui est beaucoup plus, on va dire, calqué sur le modèle français. Donc, tu as une assurance maladie, tu as l'équivalent de la Sécu, en fait. Et tu as d'ailleurs des accords entre la sécurité sociale en France et ce qui s'appelle la RAMQ au Québec, Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, tu as des accords. Donc, moi, tu vois, quand je suis arrivé en tant que Français, j'avais la Sécu. Je suis arrivé ici, j'ai directement eu droit à l'équivalent de la Sécu québécoise. Donc, ça, c'était pas mal pratique. Et je suis toujours couvert par ça. Donc, tu vois, il y a 1 an, je me suis cassé la clavicule. J'ai eu les urgences, opération, tout le bazar. Et ça m'a pas coûté un sou parce que j'étais couvert par ça.
Ça, c'est quelque chose qui est propre au Québec, qui serait impensable ailleurs en Amérique du Nord, hein. C'est vraiment propre au Québec, donc pour ça, c'est vraiment très cool. Par contre, tout ce qui sort, on va dire, des urgences ou tout ce qui peut être couvert, on va dire, par la sécu de base, là, tout de suite, c'est pas trop ça, quoi. Donc, tu vas chez l'ophtalmo ou tu vas chez le kiné ou n'importe quoi. Là, ça va te coûter un bras et à moins que tu aies une bonne assurance collective grâce au travail, ce qui est assez rare en général, les assurances collectives sont plutôt radines. T'en as pour ton argent. Et je connais j'ai des amis à moi qui, enfin, pour qui c'est plus rentable en fait de rentrer en France, se faire soigner et puis de revenir. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui sont hors France. Venir se faire soigner en France, ça coûte moins cher malgré le billet d'avion transatlantique. Donc, Ouais, ah oui, c'est ouais, vraiment l'avantage en France d'avoir ça. c'est ça. C'est cool tant que enfin, du coup, ça vaut le coup tant que tu es jeune, en bonne santé, que tout va bien pour toi dans ta vie, que tu n'as pas souvent à aller chez le docteur. Mm. Si tu as des soucis de santé, c'est compliqué. Ouais, donc en début de carrière, pourquoi pas, mais après, faut y réfléchir. C'est ça, bah, tu vois, il y a des collègues à moi, tu vois, qui ont des enfants, qui sont un peu malades, qui doivent aller chez le docteur régulièrement, c'est compliqué pour eux, quoi. Ouais, j'imagine. Et après, au niveau de la vie quotidienne, un peu, enfin, est-ce que ça coûte cher aussi? Je sais pas, faire ses courses, qu'est-ce que ça représente? Et puis même peut-être aussi le logement, enfin, comment tu t'en sors un peu dans tout ça? Ouais, là encore, je vais faire un peu une différence, Québec, reste du Canada. On va dire que pour le logement, le Québec, ça reste une des provinces qui sont relativement peu chères. Hem, donc bah, grâce à notamment à des lois, on va dire un peu plus, qui protègent, on va dire, le consommateur, le locataire de base. Dans d'autres provinces, tu sais, c'est vraiment le libre marché, puis c'est la fête, quoi. Donc, si tu veux, dans des villes comme, Vancouver ou Toronto, clairement, tu es incapable de te payer un loyer à moins que tu gagnes vraiment, très, très bien ta vie. Québec, c'est quand même moins ça. Montréal, ça reste une grosse ville, donc une ville un petit peu chère, mais comparativement au reste de l'Amérique du Nord, c'est quand même beaucoup moins cher. Heu, on va dire que dans l'absolu, ça coûte, tu vois, enfin, si je donne des exemples de loyer, tu t'en sors pour moi, je suis en coloc, là, je suis à, 800-900 $, 900 $, on va dire, de loyer. Après, il faut rajouter un peu tout ce qui est, internet, téléphone, qui sont des dépenses qui sont quand même généralement beaucoup plus conséquentes qu'en France. Le louer un forfait de téléphone, ça va plutôt être aux alentours de 50 $. Pareil pour internet. C'est des prix qui sont assez un peu comme la France, tu vois, il y a 15-20 ans, quand il n'y avait pas, Free, les choses comme ça, avant qu'ils arrivent et qu'ils cassent un peu tous les prix et que ça change. Là, au Canada, c'est quand même resté dans un truc très, il y a 3 grands opérateurs qui se partagent, tout le Canada et qui mettent des prix, on va dire, conséquents. Ouais. Donc, Et du coup, un dollar canadien, ça fait à peu près genre 70 centimes d'euros. ouais, c'est ça, c'est environ le taux de change, quoi. C'est en gros, 1 €, c'est environ 1,50 $, en gros. Donc, Ouais, voilà, après, tu vois, je parle par exemple des forfaits téléphoniques et de tout ce qui est internet. Ça coûte plus cher qu'en France. Par contre, tu vas avoir l'essence qui va coûter moins cher qu'en France. ouais, Donc, tu sais, tout se contrebalance un peu. Transport en commun, pareil, c'est relativement cher, mais enfin, si tu fais une conversion, on va dire, directement de dollars canadiens vers euros, ça reste assez équivalent. Le coût de la vie, je dirais que globalement, ça se compense. Les différences qu'il y a par rapport à la France, en fait, finalement, elles se compensent. C'est assez équivalent. Je pense que tu vois le niveau de vie que tu peux avoir à Montréal, au niveau des prix, tout ça, ça peut être une grosse ville de province, quoi. C'est pas Paris, c'est quand même moins cher que Paris, mais ça peut plus se comparer à un Toulouse ou à un Bordeaux, je pense que voilà. Là, je te parle de Montréal, le reste du Québec, bien sûr, est moins cher, quoi. Donc, dès que tu pars dans la campagne, dans des petites villes, bah, tout de suite, les prix baissent. Mais niveau de vie, relativement similaire à la France. ouais. Montréal, c'est l'une des plus grandes villes, ou en tout cas les villes les plus actives du Canada. Ouais, Montréal, c'est la deuxième plus grosse ville du Canada, après Toronto et Après avant Toronto. Vancouver, Ouais, en termes de population. Après, moi, pour avoir pas mal voyagé et visité les autres villes du Canada, je trouve que Montréal est clairement la ville la plus dynamique, ou la ville où il se passe le plus de choses, un peu sur tous les plans, hein, sur le plan culturel, associatif, sportif. C'est clairement un endroit où il y a beaucoup, beaucoup d'effervescence, une grosse scène artistique, un peu sur tout, quoi. Donc ça, c'est un des gros, gros points positifs de Montréal, c'est que
quel que soit, on va dire, un peu enfin, ton genre, je veux dire, ce que tu aimes faire dans la vie, là où tu aimes t'engager et tout ça, à Montréal, tu es certain de trouver ton bonheur. Tu peux trouver tous les sports les plus improbables. Il y a une grosse culture, il y a beaucoup d'immigration hein, au Canada de manière générale, mais particulièrement à Montréal, parce que notamment c'est la plus grosse ville du Québec, et le Québec est une des provinces les moins chères du Canada. Donc ça fait qu'il y a beaucoup d'immigration qui se font, mais on va dire une immigration un peu plus apaisée, disons, qu'en France. Il y a beaucoup plus un mélange des cultures assez sympa, quoi. Et chacun ramène sa bouffe, sa musique, ses sports et tout ça. Donc, tu sais, tu vas au parc à côté, tu vas voir des Indiens ou des Pakistanais qui jouent ensemble au cricket. Tu vas 3 rues plus loin, tu vas avoir vraiment un quartier italien, mais tu sais, qui est resté petite Italie, tu sais, un peu traditionnel, quoi, avec plein de restos italiens, plein de petits cafés sympas, tu te crois un petit peu en Europe. Puis tu vas descendre un peu plus loin et tu vas avoir un quartier encore différent. Enfin, il y a vraiment un multiculturalisme qui est très très sympa et très tu sais, c'est cosmopolite mélangé, mais tout le monde vit bien ensemble, quoi. Ouais, C'est vraiment c'est c'est assez agréable à sympa à vivre. assister et surtout les ouais, différences par rapport à d'autres endroits. Enfin, tu vois, j'ai pu vivre à Paris avant. C'est pas les mêmes rapports, quoi. Ouais, j'imagine. Et du coup, je voulais te demander un peu, bah, justement, si tu as des coups de cœur, enfin, des endroits, des lieux, des villes que tu as visités, que ce soit bah, soit au Canada, soit dans Montréal, des endroits que tu as aimé. Je sais pas si tu as un petit top 3 top 5 à nous donner. Ouais, bah, moi, le truc qui me vient tout de suite en tête, c'est, bah, tu vois, depuis tout à l'heure, j'encense le Québec, mais finalement, c'est pas au Québec, mon endroit du Canada préféré. J'ai eu l'opportunité de partir en vacances, 3 étés d'affilée dans les Rocheuses canadiennes, donc plutôt du Ouais. côté ouest, en côté, Colombie-Britannique et Alberta, donc les provinces les plus à l'ouest du Canada. Donc là, il faut prendre, soit tu roules pendant très longtemps, soit tu prends l'avion. Hem Là, c'est enfin, moi qui adore la montagne, enfin moi je viens des Pyrénées de base. Là, c'est vrai que tu es vraiment dans une carte postale en permanence, quoi. Tu sais, c'est vraiment les lacs bleus, les forêts Ouais. vertes, les lacs, enfin le ciel magnifique. Enfin, c'est tellement un cliché, mais c'est un cliché qui est vrai, quoi. C'est vraiment, c'est un truc de fou. C'est assez indescriptible, Ouais. quoi. Faire des randonnées là-dedans, c'est vraiment magique. Donc ça, c'est J'ai vraiment eu la clairement mon. chance d'y aller aussi bah, quand je restais 4 mois au Canada, mais j'y suis allée et Ok. franchement, je confirme totalement. Ah bah C'est voilà, vraiment tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est vraiment un endroit qui est complètement magique. Et puis après, au Québec, il y a quand même des endroits super chouettes, et notamment l'hiver. C'est là que l'hiver, le Québec prend le plus son caractère, on va dire, un peu dépaysant quoi, par rapport à la France. Parce que tu as vraiment beaucoup de chutes de neige et en fait, tout est très adapté pour vivre l'hiver. Donc, tu as plein d'activités, tu as même des festivals qui se passent à Montréal, alors que il fait -20 dehors, mais tout le monde est bah, en doudoune, mais en festival quand même, à écouter de la musique dehors, et c'est super chouette. Il y a du ski de fond au sein de la ville, donc tu sais, tu peux aller au parc à côté où l'été, tu as les Indiens qui jouent au cricket, l'hiver, tu as les Montréalais qui font du ski de fond. Donc je trouve que le Québec l'hiver, particulièrement Montréal, qui est une ville très, très dynamique, il se passe toujours plein de choses. Montréal l'hiver, c'est vraiment très cool à vivre. Il y en a qui redoutent un peu le froid l'hiver, c'est vrai que ça caille, mais en fait, tu as tellement de choses à faire et d'activités que tu es content de sortir, d'être dehors et puis de faire des choses. Et bah, t'as froid, enfin, t'as froid 2 heures, mais t'es content d'être là, puis tu retournes te réchauffer assez rapidement. La ville est vraiment bien adaptée. Ouais, Québec l'hiver, c'est quand même très sympa. Ouais, je vois. La dernière question que je voulais te poser, c'était un peu par rapport, bah, c'était un conseil en fait à donner à quelqu'un qui voudrait partir à l'étranger, travailler au Canada, ou juste partir, voilà, étudier à l'étranger un double diplôme avec des perspectives derrière. Ouais, moi je dirais que un des points enfin, que le Canada m'aura un peu montré par rapport à la France, c'est de vraiment pas se limiter, on va dire, tu sais, à ce que tu as pu apprendre et à là où tu en es actuellement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que par exemple, tu as fait des études, je sais pas moi, de génie civil, puis bon, finalement, tu t'emmerdes un peu, tu as envie je sais pas, de faire un peu un complément, de voir autre chose un petit peu. Je pense qu'en France, on a peut-être tendance à se dire un petit peu, ah ben non, j'ai fait des études là-dedans, j'ai pas fait 5 ans d'études supérieures pour rien, entre guillemets, et pour changer de filière ou de voie.
Au Canada, en tout cas, un truc voilà, que ça m'a montré, c'est qu'il ne faut pas hésiter même à reprendre des études, un peu à sortir de sa zone de confort. Et puis, si finalement le génie civil, ça ne te plaît pas tant que ça, c'est OK de retourner à l'université un an ou deux, puis faire une autre formation ou compléter ta formation pour après te diriger vers autre chose. Et moi, je vois autour de moi, c'est quand même assez rare, finalement, les gens qui travaillent et qui se plaisent dans la première chose dans laquelle ils ont étudié. Donc, tu sais, tu fais des choix quand tu as 18-20 ans, forcément, tu sais pas vraiment vers où ça va t'amener, tu sais pas trop tes préférences, tes choses comme ça. Forcément, tu apprends avec l'expérience et en travaillant. Et donc, moi, il y a beaucoup de gens autour de moi, voilà, ils commençaient par étudier, je sais pas moi, des ressources minérales au Nunales, par exemple, et puis finalement, ils finissent tu vois, dans des trucs plus ou moins similaires. Donc, ça peut être relativement similaire, genre de la construction. Ok, c'est un peu différent, gestion de projet. Ok, et puis après, il y a des gens qui s'éloignent et puis qui finissent dans l'industrie du jeu vidéo parce que finalement, c'est ça qui leur plaît, tu vois. Donc, globalement, ouais, pas se limiter, pas hésiter à reprendre des études, explorer, que ce soit au Canada ou ailleurs, hein, d'ailleurs, mais en l'occurrence, le Canada offre pas mal d'opportunités comme ça et est très, très ouvert. Et tu vois, c'est même une manière de faire. Souvent, ici, les gens, ils complètent une première formation, on va dire, un peu rapide après les études supérieures. Enfin, pas trop d'études supérieures, ils commencent à bosser, ils mettent de l'argent de côté. Une fois qu'ils ont de l'argent, là, ils complètent par une autre formation, on va dire, qui leur plaît plus. Et je trouve que c'est pas mal comme manière de fonctionner parce que voilà, ils ont pu avoir un peu 3-4 ans d'expérience dans le milieu du travail. Ils savent mieux ce qui leur plaît et vers quoi ils veulent se diriger. Et puis là, à ce moment-là, ils reprennent des études. C'est un fonctionnement différent et je trouve ça assez intéressant. Ouais, bah merci pour ce conseil. C'est vrai que c'est toujours riche de compléter un peu et puis d'apprendre à se connaître et de savoir un peu mieux ce qu'on veut faire et puis surtout pas hésiter à franchir le pas et se lancer dans d'autres choses qui nous plaisent plus. C'est vrai que ouais, le Québec, le Canada accentue bien ce côté-là. Il y a beaucoup de personnes qui reprennent leurs études, comme tu dis. Euh, Même tout à l'heure, tu disais que tu avais des personnes qui se reconvertissaient là, dans tes cours quand tu étais à Sherbrooke. Donc, ouais, c'est hyper intéressant en tout cas. Merci beaucoup pour ton conseil et pour ton témoignage. C'était hyper cool d'avoir un retour comme ça avec plus de recul que d'habitude. Et bah, du coup, je te remercie. Je te souhaite une bonne continuation pour la suite. Merci beaucoup, puis j'espère que mon témoignage pourra aider ou au moins intéresser des personnes. Ouais, moi, comme je disais en introduction, quand j'étais au Midales, au moment de choisir enfin, de faire mes choix de mobilité, c'était un peu le néant au niveau information et notamment retour d'expérience sur des gens qui avaient fait des choses comme des doubles diplômes, des choses comme ça. Donc, je suis content qu'il y ait ça qui soit en place. Puis voilà, j'espère que je pourrai aider. Trop cool. Merci.